matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Et le journal de 8h vous est présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a aujourd'hui des restrictions de circulation. La canicule a amené un nouveau pic de pollution à l'ozone. Pour vérifier que les automobilistes respectent les règles, des contrôles vont avoir lieu comme dans l'Isère où nous serons dès le début de ce journal. On pourrait les qualifier d'irréductibles. Des salariés d'un McDo de Marseille se battent pour garder leur emploi, mais également pour préserver leurs acquis sociaux qui font figure d'exception parmi le personnel employé par le groupe américain. Elle s'était battue pour le droit de son fils à mourir dans la dignité. Le combat de Marie Imbert, disparue hier, avait relancé le débat sur la fin de vie. Les drones sont-ils un nouveau moyen d'attaque ? La question est posée après les événements survenus au Venezuela ce week-end et elle inquiète les services de sécurité occidentaux. Et puis, la Ligue 1 redémarre cette semaine. Tous les jours, Europe 1 vous fait découvrir les équipes à suivre. Aujourd'hui, Nîmes, le petit poussé du championnat. On tousse, on a le nez qui coule, voire les yeux qui piquent. Ce n'est pas le rhume, mais bien la pollution qui nous attaque. Une pollution renforcée par la canicule. Pour contrer ce phénomène et agir sur la qualité de l'air, des restrictions de circulation sont imposées. Seuls les véhicules les moins polluants peuvent rouler, c'est-à-dire ceux ayant des vignettes 1, 2 ou 3. La région parisienne, Strasbourg, Lyon et toute l'Isère sont concernés. Ce qui signifie que dans ce département, quelle que soit la route que vous empruntez, vous pouvez être verbalisé. Et nous retrouvons justement notre correspondant Rémi Pierre pour Europe 1. Rémi, vous vous trouvez à un péage de l'agglomération grenobloise où la police va procéder à des contrôles à partir de 8h30. C'est dans une demi-heure à présent. C'est la première fois que le département tout entier applique cette restriction. Oui, effectivement, Sophie, c'est sur toutes les routes de ce département que seuls les véhicules qui arborent cette fameuse vignette critère ont le droit de circuler aujourd'hui. Jusqu'ici, lors des précédents épisodes d'émissions de pollution de pic d'ozone, la mesure n'avait été appliquée que pour l'agglomération grenobloise. Du coup, les points de contrôle sont multipliés et se déplacent sur l'ensemble du département, comme ici, au niveau de ce péage autoroutier. Les gendarmes qui vont donc scruter le moindre pare-brise. Et pour le contrevenant, rappelons-le, l'amende est salé 68 € pour une voiture, 135 € pour un poids lourd. Des gendarmes qui sont également équipés pour pouvoir pratiquer de manière aléatoire des contrôles pollution sur différents véhicules. Alors en plus de cette circulation différenciée mise en place depuis 5 heures ce matin, d'autres mesures ici durent depuis plusieurs jours, comme la limitation de vitesse à 70 km/h sur toutes les voies rapides de l'agglomération, y compris les autoroutes. Et pour avoir circulé ici pendant quelques kilomètres, ce que je peux vous dire, c'est que cette limitation, elle n'est pas vraiment respectée. Merci Rémi Pierre, en direct d'un péage près de Grenoble où les contrôles vont débuter dans une demi-heure à présent. Et je reçois à ce sujet dans un quart d'heure Louis Cofflard de l'association Les Amis de la Terre. Cette circulation différenciée est-elle suffisante selon lui ? Le gouvernement a-t-il pris la mesure de ce fléau qui contribue à 48 000 morts prématurées par an en France ? Réponse à 8h15. La pollution à l'ozone, c'est l'une des nombreuses conséquences de la canicule. Une vague de chaleur qui touche toute l'Europe. Le mercure a dépassé les 40 degrés ces derniers jours. En Espagne et au Portugal, il fait très chaud aussi. En Suisse, aux Pays-Bas, en Croatie. La faute au vent chaud qui remonte du Sahara. Du coup, les Européens cherchent désespérément un peu d'air frais. Pauline Jacot. Record de chaleur en ce moment en Europe du Sud. Plus de 40 degrés en Espagne et au Portugal. 50 degrés ressentis au nord de Lisbonne. 45 en Andalousie. Le moindre petit recoin de fraîcheur à Cordoue, Séville, Grenade et Prix d'Assaut. Benoît, touriste français dans la région, a décidé de vivre en décalé. On se lève tôt, on sort assez tôt, l'après-midi on retourne à l'hôtel, on a la chance d'avoir une piscine et puis on ressort vers 20h, 21h pour aller manger puis on se couche tard. La Mesquita, comme elle tient le frais, le monument est assez pris d'assaut pour sa fraîcheur. Après dans la rue, on est assez assommé quand on sort de l'hôtel. Plus au nord, les Pays-Bas transpirent à grosses gouttes. Le bitume des autoroutes est en train de fondre. Grosse chaleur aussi au Danemark et en Suisse. Les côtes croates et grecques peuvent compter sur l'air marin qui fait très plaisir à Laurie en vacances à côté de Thessalonique. C'est vrai qu'au bord de plage, c'est tout de suite plus frais. Et c'est vrai que c'est des soirées qu'on privilégie avec ce genre de température. Je me mets sous les parasols, je bois beaucoup d'eau, je mets mon chapeau constamment et je suis toujours à l'eau. À l'eau jusqu'en milieu de semaine au moins où les températures devraient commencer à baisser.
Pauline Jacot. La chaleur met les organismes et aussi la nature à rude épreuve, mais elle peut également booster certaines productions. C'est le cas pour le blé cette année en France. Tous les voyants sont au vert. Les producteurs français croisent les doigts. 2018 a toutes les chances d'être une année bénie pour eux. Les volumes récoltés sont importants. La qualité des grains est bonne et dans ce contexte, les agriculteurs espèrent bénéficier jusqu'au bout de la flambée et du prix des céréales. Olivier Samin. Ce serait l'alignement parfait des planètes. Une moisson plutôt bonne, 35 millions de tonnes. Bien que de petite taille, des grains de très bonne qualité. Ils sont très secs et riches en protéines. Reste le prix du blé. Pour le moment, c'est bien parti. Les cours mondiaux ont fortement augmenté depuis un mois, plus 20%. La tonne dépasse aujourd'hui 200 €, niveau inégalé depuis 3 ans. Pour Philippe Pintat, qui préside l'Association générale des producteurs de blé, la France profite de la situation moins favorable des autres grands pays exportateurs. Depuis début juillet, il y a eu beaucoup d'informations sur les récoltes en cours dans l'Union européenne, dans le bassin de la mer Noire, Russie, Ukraine, etc., avec des récoltes qui n'étaient pas à la hauteur de ce que les gens pensaient. Et donc du coup, l'offre va être inférieure à la demande mondiale. Donc à partir de là, ça déclenche un peu, je sais pas, un mouvement de panique, mais les gens veulent se couvrir parce que certains ont peur que la hausse continue et donc de ne pas être dans les bonnes cordes pour acheter. Donc c'est ce qui fait la hausse, malgré des stocks qui sont encore très importants en blé sur la planète. La hausse des cours jusqu'à quand? Personne ne peut le prévoir. Les prix du blé sont très volatiles. En 2015, il avait suffi de quelques semaines pour qu'il dégringole après avoir fortement augmenté. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Également dans l'actualité économique à 8h06, la colère des salariés d'un McDonald's de Marseille. Oui, la situation est crispée autour d'un restaurant des quartiers nord à Saint-Barthélemy. Un établissement cédé par un franchisé doit devenir un fast-food halal asiatique. Les 77 salariés dénoncent un faux projet de reprise camouflant en réalité un plan social déguisé. Il faut dire que ces employés font figure d'exception dans le paysage de McDo. Ils ont cumulé des avantages sociaux que la quasi-totalité des employés du groupe américain en France ne possèdent pas. Stéphane Frangy. Un grand saut vers l'inconnu pour les salariés comme Marie-France Amada. Demain, les portes seront closes pour une durée indéterminée. J'ai du mal à dormir. Je suis une mère seule. Je m'occupe de ma fille, aussi de ma mère. C'est le seul salaire que j'ai pour aider ma famille. Je suis complètement perdue. Les employés doutent. Le projet de reprise est jugé peu crédible par le responsable syndical Force ouvrière, Kamel Guémari. C'est un faux projet. Les repreneurs ne souhaitent pas nous rencontrer. Le permis de construire qui n'existe pas. La société n'existe même pas en France. On peut se poser des réelles questions. Sujet explosif dans un secteur défavorisé, témoigne Salim Grapsi du syndicat des quartiers populaires. McDo est le deuxième employeur de ces quartiers-là. On a un taux de chômage qui s'élève entre 60 et 70%. C'est une catastrophe économique et sociale. Sentiment de trahison chez les plus jeunes. Tony Rodriguez, enfant du quartier et délégué syndical Sud, endosse le costume du grand frère pour désamorcer la situation. Ils sont vraiment à fleur de peau, ils n'ont pas de diplôme. Ils n'avaient vraiment pour seul objectif que d'aller au quartier et vendre de la drogue ou faire des arrachés et des conneries. Et par communiqué, le repreneur a assuré maintenir tous les contrats de travail sans donner plus de précisions sur son projet de reprise. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1. L'histoire a marqué la France entière au début des années 2000, celle de cette mère, Marie Imbert, qui avait aidé son fils tétraplégique, Vincent, à mourir. Elle qualifiait son geste d'acte d'amour d'une mère. Marie Imbert est décédée ce week-end des suites d'une longue maladie. Jean-Luc Romero, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, salue le combat qui avait permis de relancer le débat sur la fin de vie. Beaucoup de tristesse, cette femme qui a été une combattante, qui a dû aider son fils à mourir, qui était quelque chose d'extrêmement difficile pour elle, comme elle le disait. Une maman est là pour faire naître son enfant, pas pour l'aider à partir, mais comme personne ne l'entendait, elle a dû être avec le docteur Chaussois à ses côtés. Donc c'est évidemment beaucoup de tristesse, et puis en même temps, c'est vrai que ces derniers mois, elle a été très malade. Penser qu'elle est soulagée, c'est important. Marie et son fils Vincent ont apporté beaucoup, puisqu'ils ont enfin fait prendre conscience aux politiques qu'on mourait mal dans notre pays. Depuis une quinzaine d'années, désormais, la question de la fin de vie est une question qui est dans le débat public. Et je pense que c'est à la fois le cri de son fils et ce militantisme acharné pour faire entendre à la fois la voix de son fils et après, pour que plus jamais il n'y ait des Vincent Imbert qui souffrent dans ces conditions-là, que Marie a donné une grande partie de sa vie pour avoir une autre loi.
Jean-Luc Romero, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, répondait à Jean-Jacques Herry pour Europe 1. 8h10 sur Europe 1. On prend la direction du Venezuela où 6 personnes ont été arrêtées hier au lendemain de ce que le gouvernement a qualifié d'attentat. 2 drones ont explosé durant le discours du président Maduro lors d'un défilé militaire après avoir survolé la tribune présidentielle. Alors le drone est-il la nouvelle arme à la mode? Il inquiète en tous les cas les services de sécurité occidentaux. Nicolas Toneff. L'image avait fait la une des médias en Allemagne en plein meeting électoral d'Angela Merkel. Un drone se pose devant la chancelière. Cette fois, rien de grave ne se produit. C'est le parti pirate qui joue avec les nerfs de la sécurité. Mais à Mossoul, dans le nord de l'Irak, en 2016, les troupes de la coalition en lutte contre Daesh découvrent les premiers ateliers de fabrication de drones artisanaux capables de transporter des charges militaires. Très faible, certes, mais ce qui saute aux yeux des observateurs, c'est la simplicité qu'il y a à transformer un engin inoffensif en un porteur d'explosifs, comme dans l'exemple de l'attaque contre Nicolás Maduro. Les 2 machines qui auraient cherché à l'atteindre semblaient limitées. Elles n'auraient porté que des charges de C4, explosifs très puissants de quelques centaines de grammes seulement, mais ce ne sont que les brouilleurs d'ondes de guidage qui les auraient arrêtés au dernier moment. La difficulté à repérer et à stopper des engins si petits, c'est ce qui fait peur aux services de sécurité. La menace est prise très au sérieux par les états-majors occidentaux. Le département de la Défense aux États-Unis aurait d'ailleurs créé une cellule anti-drone de Daesh pour prévenir une éventuelle attaque sur le sol américain. Nicolas Toneff. En Indonésie, 900 touristes sont en cours d'évacuation des petites îles proches de Lombok, une mesure au lendemain du violent séisme qui a secoué la région. Au moins 91 personnes ont été tuées. Les dégâts sont également importants. C'est l'événement sportif de cette semaine, la reprise du championnat de France de Ligue 1. Oui, et tous les jours cette semaine, à 6h30 et 8h, Europe 1 vous fait découvrir les équipes à suivre. Aujourd'hui, gros plan sur Nîmes, le petit pousset du championnat, les Crocodiles qui retrouvent l'élite après une longue traversée du désert. Un retour qui fait forcément rêver tout un club. Simon Rubin. La présence de Nîmes en Ligue 1 est un petit événement. 25 ans que le club n'avait plus connu l'élite du football français. Au mois de mai dernier, au soir de la promotion, c'était la folie dans la ville. Des milliers de supporters extatiques, un engouement qui ne s'est pas atténué. Cet été, le club a même dépassé les 10 000 abonnés. Nîmes, enfin au sommet. Un rêve pour Baptiste Valette, joueur de l'équipe, né juste à côté, à 7. Et c'est très beau. Moi, je vis des moments magiques. Une montée après des années de Ligue 2 nationale. Voilà, c'est un club qui mérite la Ligue 1, qui mérite de jouer des rencontres exceptionnelles dans son stade face à son public. Voilà, on a offert ça au club, c'est la récompense. Et les grands matchs qui font rêver vont arriver très vite. Si pour la première journée, Nîmes se déplace à Angers, dès la deuxième journée, le club accueillera Marseille. Mais le temps du rêve s'achève à mesure que la reprise approche. À Nîmes, tout le monde le sait, il va falloir s'accrocher, souffrir pour rester dans l'élite. Comme le dit l'entraîneur, avec le retour en Ligue 1, commence la découverte d'un autre monde. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie. Europe 1.